Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence. J'aimerais, avant de commencer, saluer l'action des bénévoles qui, à l'orga, à l'accueil et au service d'ordre, permettent que ce type d'événement puisse se tenir et de faire... Merci pour eux. Et c'est grâce à eux que ce moment est aujourd'hui la plus grande manifestation politique du type. Les Amphis, c'est les premières universités d'été de France et je pense qu'on peut en être fier. Pour cette conférence, on a le plaisir d'accueillir trois invités que je remercie aussi puisque en fait on a organisé la conférence dans des conditions très rapides. Merci pour votre disponibilité. Donc maître Jade Doucelin, donc qui est l'avocate de Jean-Luc Mélenchon dans le cadre du procès de la nouvelle OAS. Lucie Delaporte de Mediapart et Mathieu Mollard de Street Press. La conférence va s'organiser de la manière suivante. Le but, c'est d'être le plus dynamique possible. Un petit propos introductif de chacun d'entre nous, un maximum de 10 minutes. Ensuite, un débat entre les différents intervenants et puis de laisser un maximum de place à la réflexion, l'échange de questions avec la salle, puisque voilà, on est quand même sur une problématique où on doit, je pense, échanger expérience, réflexion et perspective le plus possible. On a un petit problème technique, c'était pas cette salle-là qui était prévue à l'origine, donc désolé pour la place et pour celles et ceux qui se retrouvent par terre. Par ailleurs, on n'a pas de micro-baladeur. On a la solution pour les questions de distribuer des petits papiers que vous nous ferez passer et tout simplement pour des questions de sonorisation, puisque comme la conférence est filmée, c'est plus facile ensuite lorsque c'est retransmis sur les réseaux sociaux d'entendre les questions et pas simplement d'entendre un vague bruit et les réponses. Néanmoins, voilà, n'importe qui peut venir, bien sûr, c'est au choix, vous pouvez venir à la tribune, prendre le micro, poser la question, donner vos réflexions. Du moment que de toute façon tout ça est sonorisé et puis que ça peut profiter à d'autres personnes, j'espère nombreuses ensuite sur YouTube et les réseaux sociaux, ce sera l'essentiel. Voilà. Alors, rapidement, l'intérêt de ce type de conférence, on pourrait se poser. Il convient de partir des faits. Aujourd'hui, la France représente en Europe 45% des actes de violence d'extrême droite. C'est un constat qui est glaçant. C'est un constat qui peut paraître étonnant puisque finalement, on n'en entend absolument pas parler. À part quelques rares médias que nous avons invités, dans les médias audiovisuels mainstream, c'est silence radio. Et dans le discours politique, c'est également silence radio. On a pourtant de réelles menaces, on a un certain nombre de tentatives d'attentats qui ont été déjouées. De mémoire, je crois qu'il doit y en avoir 7 depuis 2016 qui ont été déjouées, dont justement l'affaire dont vous êtes en charge, maître. Et donc, on a quand même un fond qui est là, qui est présent. Factuellement, on ne peut pas nier ces faits-là et on a l'impression que absolument rien ne se passe. D'ailleurs, il est assez symptomatique de voir que le rapport de politique pénale qui est sorti au mois de janvier 2022, donc qui est, d'ailleurs je crois que ça faisait 8 ans qu'il n'y avait pas eu de rapport de politique pénale alors que normalement il doit y en avoir un tous les ans, donc on pouvait s'attendre à une certaine actualisation. La question du terrorisme d'extrême droite n'est pas abordée une seule fois dans le rapport. 4 mois avant, on ouvrait le procès de la nouvelle OAS avec quand même comme chef d'accusation, enfin comme fait criminel avancé, le fait d'avoir fomenté un assassinat contre Jean-Luc Mélenchon et contre Christophe Castaner. Donc 4 mois après, le rapport de politique pénale du ministère de la Justice sort. Rien, absolument rien dans ce rapport et dans les directives pénales. Également, Mediapart avait enquêté en 2020 et 2021 sur la présence de néo-nazis dans l'armée française, et pas des néo-nazis, des vrais, des purs, des durs, qui ont des swastikas tatoués, qui se font prendre en photo devant des drapeaux à croix gammée, etc. Donc des personnes qui ont accès à l'instruction, au maniement des armes, et d'ailleurs ils sont rentrés dans l'armée pour ça, souvent dans des corps de type infanterie, de type parachutiste, dans toujours ce fantasme de la guerre civile qu'ils doivent déclencher, qu'ils doivent accélérer. Il y a le courant accélérationniste qui est très présent, qui est en train de prendre ses quartiers en France tranquillement.
effectivement, eh bien, aucune réaction de la part du ministère des Armées, si ce n'est de dire, alors dans un entrefilet dans la presse, je ne sais plus où, peut-être la réponse d'ailleurs qu'ils avaient formulée à Mediapart, de dire « Ah bah ça ne représente que 0,02% des effectifs », comme si on était en train de parler d'une épidémie de gastro. Anders Breivik était tout seul. À l'été 2011, il fomente, coordonne à lui seul 2 attentats. Une explosion de bombe, 2 heures après, il déferle dans le camp justement d'université des jeunes travaillistes et tue 78 personnes, occasionne plus de 200 blessés. Le bilan total de ces 2 attentats, c'est 86 morts et plus de 200 blessés. Il était seul. Donc une soixantaine de personnes entraînées dans les armées au maniement des armes, ça n'est pas quelque chose d'anodin et ça ne peut pas se traiter à la seule aune d'un simple pourcentage en disant bon, finalement c'est pas grand chose. Bon. Voilà donc tous ces éléments factuels qui permettent, je l'espère, de rafraîchir un petit peu la mémoire avant que nos intervenants puissent amener leurs éléments. Une réflexion avant de faire circuler la parole. Il faut voir que dans les violences d'extrême droite, qu'on soit sur du terrorisme ou sur de la violence, type violence, alors soit la violence dirigée directement contre des militants, contre des personnes bien identifiées, ou la violence d'opportunité, simplement un groupe de fachos qui croisent quelqu'un dans la rue qui ne leur plaît pas. Quel que soit le vecteur, il y a une notion centrale, à mon avis, qu'il ne faut pas perdre de vue dans cette violence, c'est la notion d'ennemi de l'intérieur. Ces personnes se vivent comme assiégés dans leur propre pays. Ils ont une définition de ce qu'est un bon Français ou une bonne Française qui est extrêmement réduite. N'importe qui peut être victime de ce genre de personnes pour des questions de couleur de peau, un propos qui peut laisser supposer que politiquement vous n'avez pas les mêmes opinions qu'eux, ou voire même que vous êtes identifié comme un ennemi, une façon de s'habiller, etc., une musique qu'on écoute, etc., etc. Le spectre est extrêmement réduit. C'est-à-dire que le champ de la violence possible est tellement large que dans certaines affaires, et c'est une grande nouveauté, ont été identifiées des volontés de, alors j'allais dire de ciblage large, mais en fait d'absence de ciblage. Concrètement, par exemple, le fait de passer en voiture avec une arme automatique et de mitrailler dans la foule. C'est une nouveauté aujourd'hui dans le terrorisme d'extrême droite en France et en Europe, alors que d'habitude c'était plutôt ciblé, prémédité, identifié bien avant. Voilà, donc la notion d'ennemi de l'intérieur, je pense que c'est une notion qu'il faut intégrer lorsqu'on veut aborder cette question de la violence d'extrême droite, que ce soit sur le plan des terroristes ou la violence hors terrorisme. Ils se vivent comme un groupe assiégé, comme un ghetto qui est maltraité par le reste de la société qui doit être purifiée par leur action. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long pour favoriser les échanges et je laisse la parole à Mathieu Mollard. Bonjour, je vais commencer par essayer un peu de vous donner un peu ma façon de circonscrire le sujet. Pour moi, il y a 3 grands enjeux. Il y a les violences, c'est-à-dire les agressions qui peuvent être extrêmement graves. On parle de coups de couteau, on parle de passage à tabac, soit raciste, soit politique essentiellement, dans les rues ou en marge de mouvements ou de manifestations politiques. Ça a eu lieu à Valence, j'y reviendrai. Il y a le terrorisme ou le proto-terrorisme avec des groupes plus petits qui se structurent et qui fantasment ou projettent, selon les cas, de mener un attentat. Je laisserai notamment ma voisine en bout de table en parler parce que c'est l'exemple de l'affaire de l'OAS. Et il y a un troisième groupe dont on parle pas très souvent, mais une troisième galaxie qui me semble aussi intéressant à avoir en tête, c'est des mouvements, des groupes, des personnes qui sont dans un truc qui ressemble au survivalisme, c'est-à-dire que c'est des gens qui se préparent à un grand effondrement, mais un grand effondrement qui pour eux est imminent, voire déjà en œuvre, et
dans cette préparation, il y a le fait de s'entraîner et de s'armer. C'est pas forcément des gens qui sont violents aujourd'hui, qui commettent des violences, ouais, mais en fait, si, parce qu'ils en commettent, parce qu'ils sont violents, entraînés, armés, et un jour, ils ont un voisin avec qui ils vont s'embrouiller, et comme ils sont violents, entraînés, armés, eh ben, ils vont commettre des actes violents, et ces gens-là aussi peuvent basculer dans l'un ou l'autre des autres grands groupes que je définis comme ça. C'est pas un travail universitaire, c'est pour schématiser, pour faciliter un peu ma façon de présenter le sujet. Moi, je vais me concentrer principalement sur la violence de rue, la violence du quotidien. Je vois Raphaël Arnaud de la Jeune Garde dans la salle, et à Lyon, Lyon a été confronté très régulièrement à ces violences-là, avec des cas extrêmes de coups de couteau, dont on a effectivement très très peu parlé, alors que des gens qui, pour des raisons politiques et avec une idéologie d'extrême droite, agressent au couteau quelqu'un dans la rue, c'est quand même extrêmement grave. Et la réponse policière et pénale à ces faits est extrêmement faible. Pour revenir un peu à ce qui se passe et pourquoi, à mon sens, il y a une hausse, ça a été dit, même si les chiffres qui sont évoqués, qu'on lit, il n'y a pas vraiment d'indicateur précis de combien il y a d'actes de violence, il n'y a pas de recension très précise, donc c'est difficile de savoir combien il y a d'actes, et on a le sentiment qu'il y en a de plus en plus. On en dénombre, par exemple, quand on prend des villes à l'échelon local, on voit, parce qu'il y a des gens qui tiennent des comptabilités, notamment des militants antifa, qui disent, bah voilà, il y a 3 ans, il y en a eu tant, et aujourd'hui, il y en a eu tant, et donc on peut constater une hausse à l'échelon local. Au niveau national, je ne connais pas d'indicateur sérieux qui nous dit il y a tant d'actes de violence, mais je partage cette impression. Ce qui s'est passé, c'est que cette violence est en grande partie le fruit de militants d'extrême droite qui sont à la frontière, à la lisière du Rassemblement national. Ma voisine en parlera mieux que moi sur le lien avec le RN, mais c'est souvent des militants relativement jeunes qui sont membres, militants de groupuscules. De groupuscules, on n'a pas forcément une carte. Alors, c'est difficile de les compter parce qu'on n'est pas adhérent de ces groupuscules-là forcément, comme on est adhérent de la France Insoumise. Au sens d'avoir une carte, de payer une cotisation. Il n'y a pas de carte à la France Insoumise, effectivement. Mauvais parallèle. Bon, d'un autre parti politique traditionnel, c'est ça que je voulais dire. Il y avait un certain nombre de groupuscules qui structuraient cet espace politique-là. Je pense à Génération Identitaire, je pense à l'Action Française, le Bastion Social, et après il y en a une myriade d'autres, mais c'est ceux qui réunissaient la majorité des militants. Il se trouve que pour des raisons justement d'action violente notamment, Génération Identitaire et le Bastion Social ont été dissous, ont été interdits, où les militants n'ont plus le droit de se rassembler, etc. Après, on rentre sur une définition juridique de la dissolution de ces groupes. Ce qui fait que ça a accéléré une mutation de ces groupes-là. Et on voit Génération Identitaire notamment se transformer non plus en une structure nationale avec des visages nationaux qui existent toujours, que Damien Rieu, etc., qui sont toujours présents dans l'espace politique, mais une myriade de groupuscules locaux qui se structurent comme des bandes et qui ont une idéologie d'extrême droite, mais qui n'ont pas un militantisme au sens théorique, une culture théorique très importante. C'est des bandes qui vont reprendre un certain nombre de codes du hooliganisme d'extrême droite des stades, et ils vont reprendre les codes vestimentaires, ils vont se donner des noms, et ils vont revendiquer ces codes du hooliganisme, et ils vont même aller jusqu'à organiser des bastons entre eux, en se fixant rendez-vous à un endroit X ou Y pour se foutre sur la gueule dans un truc qui est très inspiré du hooliganisme des stades. Et d'ailleurs, certains vont au stade, certains ont des liens avec des groupuscules, etc. Ils sont responsables d'une grande partie des violences. Il y a par exemple un groupe qui a
un peu défrayé la chronique, qui était celui des zouaves Paris. Ils illustrent parfaitement ça, parce que les zouaves, c'est quoi? À la base, les zouaves, c'est la franchise parisienne du Bastion Social. Le Bastion Social, c'est un truc inspiré de Casa Pound en Italie, qui est un truc néofasciste, avec l'idée de créer des lieux pour faire un peu du social, en faisant des distributions alimentaires, mais à destination uniquement avec du porc pour exclure les musulmans, ce genre de choses. Proposer des lieux de sociabilisation, avec des bâtiments, avec des bars, etc. Le Bastion Social, c'est ça. Et les zouaves Paris, le Bastion Social n'était pas présent à Paris, et les zouaves Paris faisaient office de franchise du Bastion Social à Paris. Le Bastion Social a été interdit. Cette espèce, ils sont devenus une myriade de groupuscules locaux, et les zouaves ont continué à exister, et ils ont évolué vers toujours plus de violence, et c'est eux qu'on a vu à Villepinte tabasser les militants de SOS Racisme dans des images qui sont d'une violence terrible, dans un meeting, en plein meeting de Zemmour. Et ces mêmes militants, ou ceux qui... leurs aînés de quelques années, mais qui étaient déjà la même bande, 5 ans avant, ils étaient au meeting de Marine Le Pen. Moi, je les ai vus. Sauf que, c'est intéressant, le RN de Marine Le Pen a une expérience politique supérieure à Zemmour. Il les maintenait à l'extérieur. Donc, ils étaient dehors de la salle. Ils ne rentraient pas, ces mecs-là, qui étaient les jeunes, enfin, cette génération du GUD, etc. Mais avec Zemmour, qui a ouvert les portes à tout le monde, et surtout les plus radicaux, ils ont pu rentrer et faire cet acte de violence. Mais ça a été l'acte médiatisé parce qu'ils ont commis cette violence là où les caméras étaient déjà. Les caméras ne sont pas allées médiatiser ça. Ils ont commis la violence là où les caméras étaient déjà là, devant des caméras, ce qui a stupéfait énormément de gens. J'avoue que moi, je ne croyais pas que c'était possible. Je me suis trompé. Enfin, on m'aurait demandé est-ce qu'on est en danger au sein d'un meeting d'Éric Zemmour. J'aurais dit mais aucun problème. Enfin, moi, il m'est arrivé d'aller couvrir des meetings d'extrême droite sans me dire je pourrais être victime d'une agression. Et en fait, ça a démontré que si, même dans un meeting, c'est possible. Mais les médias en ont parlé parce qu'ils étaient déjà là. Par contre, quand ils commettent des violences à Lyon ou à Valence, parce que à Valence, il existe une franchise, une bande comme ça, qui s'appelle Valence Patriote, avec à sa tête un jeune militant qui s'appelle Andy Tivol. Andy Tivol, il était membre de Génération Identitaire. Il était aussi adhérent chez les Républicains. Au départ, il a même été élu au conseil municipal de Valence. Alors, il était bas sur la liste. Et finalement, comme il y a eu des mecs virés, etc., il est remonté. Il devait intégrer le conseil municipal. Et à ce moment-là, ils ont découvert qu'il était chez GI et les Républicains l'ont quand même viré. Mais Andy Tivol, après la dissolution de Génération Identitaire, il a monté sa bande locale. Et sa bande, à Valence, elle se comporte comme ses bandes. Elle attaque des gens dans la rue. Notamment en marge ou à l'occasion d'un rassemblement féministe. Il débarque avec une pancarte ouvertement provocatrice, sexiste, etc., pour provoquer, pour aller à la castagne, et déclenche une bagarre et sont violents, ou agressent des gens dans la rue. Voilà. Et cette violence, ces bandes-là, on n'entend pas parler dans la presse nationale, et même... le plus souvent, même pas dans la presse locale, alors que, voilà, à Valence, ici, ils existent, sont présents, ils sont violents. Et moi, très modestement, si j'ai pu en parler, c'est aussi parce qu'il y a un maillage de militants, notamment antifascistes, qui font de la veille là-dessus, et bon, voilà, qui des fois, nous aident à faire remonter des informations, à savoir. Et c'est vraiment aussi quelque chose d'important et d'intéressant de raconter ça, et comment nous, on bosse, aussi notamment grâce à ces militants de terrain, parce que moi, Valence, je viens rarement à Valence, soyons honnêtes, et si je peux écrire des articles dessus, c'est qu'il y a des gens qui nous passent des informations. Je vais passer la parole pour ne pas m'éterniser. Merci Mathieu. Donc Maître Doucelin, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais essayer d'éviter les 2 écueils de l'avocat, donc vous ennuyer avec du droit et être trop longue. Mais je vais quand même essayer de vous poser quelques bases, je pense, importantes. Mathieu faisait 3 groupes, moi j'en fais 2, parce que je crois que sur la question de l'extrême droite, il y a 2 réalités judiciaires différentes.
Une à laquelle je pense en tant que militant vous êtes confrontés et qui est les violences d'extrême droite et le terrorisme d'ultra-droite. Pourquoi il y a deux catégories? Parce que le mouvement judiciaire d'identification est différent. Ah, excusez-moi. Oui, effectivement, c'est mieux. J'ai l'habitude de parler fort, mais vous êtes nombreux. Il y a une première catégorie qui sont les violences d'extrême droite. Je vous disais, celles auxquelles vous êtes plus confrontés, à mon avis, dans votre exercice militant et votre travail politique, et le terrorisme d'ultra-droite. Et la justice ne le gère pas de la même manière, tout simplement parce que l'identification n'est pas la même. Quand il s'agit de la violence d'extrême droite, on part du délit et du crime qui a été perpétré pour, en remontant les causes, les mobiles et les auteurs, le qualifier de violent d'extrême droite en passant par est-ce que c'est un motif racial, sexiste, etc. Quand il s'agit de terroristes d'ultra-droite, puisque d'ailleurs vous avez pu le constater, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas on a toujours arrêté aujourd'hui les terroristes en France avant qu'ils puissent agir. Donc on est vraiment sur un délit d'intention où c'est l'inverse, c'est l'identification d'une idéologie et d'une croyance qui va permettre à la justice d'aller stopper avant l'intervention délictuelle. Et c'est important de savoir ça parce que par ailleurs, la justice a aussi deux réponses pénales complètement différentes en fonction de ces deux cas de figure. Une réponse laxiste dans le premier cas et une réponse extrêmement sévère dans le second. Le premier cas, par ailleurs, peut recourir énormément de situations. Ça peut aller, vous avez dû suivre des affaires qui ont animé votre mouvement politique, qui ont pu être les cyberharcèlements dont a été victime une partie de la France insoumise, des affaires comme Papacito, des affaires comme les boucles Telegram pour lesquelles j'avais déposé des plaintes pour Mathilde Panot, Daniel Obono, sur des choses comme ça, jusqu'au meurtre d'un Loïc Le Priol qui, parce qu'on a refusé justement de voir ces alertes année par année, va donner l'acte final. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que c'est pas le sujet. Et que par ailleurs, si vous avez des questions, évidemment, je répondrai à toutes. L'idée, c'est pas de vous faire un cours de droit, mais bien qu'on est quand même dans l'idée que ces deux sujets sont différents et que c'est important d'avoir cette vision-là. Pour ce qui est du terrorisme d'ultra-droite, puisque c'est là-dessus que je devais intervenir aujourd'hui, et je pense que c'est important que je puisse vous donner en tout cas les éléments que j'ai eus lors du dossier, parce que l'affaire qui a impliqué Jean-Luc Mélenchon n'impliquait pas que Jean-Luc Mélenchon en réalité, est l'affaire la plus symbolique aujourd'hui sur ce sujet, parce que c'est la seule qui a été jugée par un tribunal français, c'est la seule qui est arrivée à ce point-là, et c'est la seule qui impliquait des personnalités publiques, ce qui fait que beaucoup s'y sont intéressés, des sociologues, des politologues, etc. L'affaire Logan-Nissin, c'est un groupe de 6 personnes environ qui sont extrêmement jeunes et qui se revendiquent de l'OAS, avec tout ce que ça peut impliquer. Et moi, j'ai été assez stupéfaite au procès de me rendre compte à quel point il y avait un débat sur est-ce que le passage à l'acte est envisagé ou envisageable et à quel point on est arrivé à ce niveau de basculement chez eux. Et ça a été un vrai débat, une vraie analyse qui a été faite par le tribunal pour savoir à quel point c'était des illuminés, à quel point c'était au contraire des guerriers, et quelles étaient les sources de leur motivation, qu'est-ce qui fait que des jeunes de 18 ans venus de campagne XY décident de prendre les armes contre des kebabs, contre des mosquées, et contre un Jean-Luc Mélenchon, où ils ont pu aller, pour exemple, jusqu'à acheter une imprimante 3D pour pouvoir créer des armes qui passaient au détecteur de métaux d'un meeting politique. Donc, dans l'avancée de la réflexion, nous sommes, pour vous donner quand même l'ambiance de ce procès, on était quand même arrivé à ça. Logan-Nissin, en ouverture du procès, il est incarcéré depuis 4 ans, il a 20 ans, il risque 10 ans de prison, qui est la plus haute condamnation. Je vous expliquerai ce qu'est l'association de malfaiteurs, je ne vais vraiment pas vous embêter avec du droit, mais je vais quand même essayer de vous poser ça. Mais j'ai noté la phrase qu'il a dite en ouverture du procès quand le président lui dit « Monsieur, pourquoi en êtes-vous arrivé là? Pourquoi vous avez fait ça ?» J'ai voulu enclencher la rémigration basée sur la terreur. Et c'est le sens de tout ce qu'ils ont expliqué pendant le procès. C'était 1. On veut se préparer à ce que Zemmour a pu théoriser et d'autres, qui est le grand remplacement, en disant on veut se préparer parce qu'on est persuadé qu'un jour, ce qu'ils estiment être l'ennemi intérieur, donc pour eux c'est principalement les musulmans, un peu vous également, je suis navrée, ils se préparent à cette guerre, mais pire que ça, ils avaient théorisé que leurs actes permettaient de l'enclencher. Et en fait, toute leur théorie consistait à dire nous, on est les sauveurs, en fait, contre un djihadisme, contre cette version, parce qu'évidemment pour eux, la version radicale de l'exercice de la confession, excusez-moi, de la religion islamique et musulmane, c'est le djihadisme. Et donc leur théorie
Et la théorie sur laquelle il s'appuyait, c'était de dire que nous sommes des combattants du djihadisme, et comme l'État est incapable de nous protéger, c'est nous qui devons nous protéger par les armes, et pire que ça, pour protéger notre nation et ce qu'on pense être ses racines, nous devons prendre les armes pour provoquer cette guerre civile. Et c'était vraiment le sens de leur intervention, avec en fond, et vous l'avez dit, Anders Breivik, qui était leur héros absolu, évidemment, celui qui avait réussi tout seul, et qui était, et c'est pour ça que les Anders Breivik sont des gens dangereux, et je rejoins ce qu'on disait, parce que aujourd'hui, la justice a du mal, et surtout les services de renseignement, à appréhender les loups solitaires. Et en considérant qu'un individu, effectivement, dans la masse, il n'est pas dangereux. Sauf qu'effectivement, on voit qu'un Anders Breivik armé, il est extrêmement dangereux. Mais pire que ça, et je rajouterais, un Anders Breivik, c'est le tremblement de terre qui a des secousses. Ces hommes-là sont des secousses d'Anders Breivik. Et ils sont les 2e, 3e, 4e, 5e échelons, qui sur des générations, cet homme-là a constitué le point de départ de la possibilité de commettre des attentats terroristes sur le sol européen en étant d'ultra-droite. Et que c'était facile, en fait. Et que c'était facile. Je m'égare un peu, je suis désolée, je vais essayer de reprendre les choses, mais on est dans le sujet. Et ce qui était très intéressant, et je veux soumettre ça aussi à votre intelligence et à votre positionnement politique, parce que vous êtes des politiques, c'est que la chambre devant laquelle a été jugé le procès de l'OAS, donc le président qui était du tribunal correctionnel, a été mis en place, et cette chambre correctionnelle a été créée pour juger le terrorisme islamiste. Pour juger, et c'est comme ça qu'ils ont été formés au terrorisme, c'est comme ça qu'ils ont été formés à appliquer la justice du terrorisme. Et le président disait avec une justesse que je trouvais incroyable, et à ce moment-là, j'ai senti une réflexion quand même parmi les prévenus, c'est qu'il leur a dit « Ce que vous pensez combattre, vous êtes là parce que vous pensez combattre ça, ce qui est pour vous le mal absolu et votre ennemi numéro 1. Mais pour le combattre, vous avez pris l'ensemble de ces façons de faire et l'ensemble de leur modus operandi. Ils avaient créé exactement ce qu'a pu créer le djihadisme islamiste, avec un dirigeant suprême qui était leur référent, avec quelque chose de presque déification de cette personne, un manuel de on est des chasseurs d'arabes, c'était écrit comme ça, comment chasser l'arabe, comment bien le chasser, de quelle façon, quel arabe, avec des cours d'entraînement dans des camps d'entraînement militarisés, et donc on était arrivé à ce stade-là de mise en place. Et donc c'était très intéressant d'avoir cette vision-là, et je vous dis ça parce que je suis d'accord sur le rapport d'Europol, même si aujourd'hui il faut le nuancer un tout petit peu, si je peux vous rassurer sur le fait qu'il n'y ait pas un sniper d'ultra-droite à chaque coin de rue. C'est que la réalité, c'est que la France avait arrêté les interpellations sur le terrorisme d'ultra-droite pour s'occuper justement du terrorisme islamiste dans les années évidemment après novembre jusqu'aux attentats de Nice de 2015, et ils ont repris après 2015, quand ils avaient bien identifié les filières djihadistes, qu'elles avaient été démantelées, ils ont pu remettre les services de l'État sur le terrorisme d'ultra-droite, ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'interpellations, beaucoup plus d'enquêtes de façon récente. C'est 11 enquêtes depuis 2017, et pour votre information, c'est 6 depuis le jugement de l'affaire OS. Donc on est quand même sur une accélération des interpellations. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que la justice anticipe de plus en plus, parce qu'il faut aussi savoir qu'ils sont interpellés de plus en plus tôt dans l'organisation terroriste, dans la machination terroriste, et c'est ce qui fait d'ailleurs que devant les tribunaux, parfois, on a du mal à se défendre, parce que vous vous doutez qu'ils disent « oui, oui, bien sûr, nous avions ces idées, mais jamais je serais passé à l'acte ». Et donc, c'est toujours un combat judiciaire de reconnaissance des victimes. Ça l'a été pour Jean-Luc, c'était très intéressant judiciairement. Je ne vous embête pas avec ça, s'il y a des questions, je répondrai, mais je vous épargne ce débat-là. Et donc, c'est que la justice a décidé de les interpeller très, 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 très tôt, et surtout qu'elle a pris conscience que leur capacité de prendre les armes de façon individuelle était beaucoup plus puissante que ce qu'ils avaient pu anticiper par avance, et que le profil de ces gens, parce que le profil des hommes comme Logan Nizin et ses compères, je ne vous donne pas tous les noms, ça reste quand même des adolescents à la base, de 18-19 ans au moment où ils sont interpellés, qui sont des geeks, qui sont des gens qui sont, oui, adorateurs, mais de façon par les jeux vidéo, par des sites internet, etc., qui n'ont rien de l'image qu'on peut avoir d'un Anders Breivik. On n'est pas du tout sur ce niveau-là. On n'est pas sur l'image de personnes qui se seraient entraînées militairement, de néo-nazis. C'est pas du tout ça l'ambiance. Alors que on s'est rendu compte, mais une fois l'interpellation faite, pardon, excusez-moi, j'ai moi l'habitude de parler dans un micro, une fois les interpellations faites, qu'ils avaient été donc jusqu'à faire ça pour Jean-Luc Mélenchon, mais ils avaient aussi pris contact avec une filière serbe pour acheter des armes. Donc c'est toute la difficulté qu'a la justice aujourd'hui, et c'est aussi la réflexion, à mon avis, qu'on doit avoir, et j'en finirai là, évidemment, encore une fois, je répondrai à toutes les questions, je ne veux pas vous alourdir de droit, mais je pense que c'est important. On voit que ces gens, ils ont tous
commencé à vouloir faire des attentats après les attentats vécus. C'est-à-dire que l'Oganisant, on voit que son premier manifeste, le premier moment où il forme son groupe, c'est à la suite de l'attentat djihadiste de 2015. Et la procureure de la République, lors du procès, avait dit ces mots que je reprends. Je ne sais plus si elle les avait dit exactement comme ça. Elle avait dit « Le terrorisme djihadiste et le terrorisme d'ultra-droite sont les deux faces d'une même pièce fanatique ». Et c'est une réalité. Et c'est vrai que si je dois juste ouvrir le débat là-dessus, c'est qu'on doit être en capacité, au-delà des violences d'extrême droite dont vous avez parlé, de s'interroger de pourquoi la France est devenue un terreau tellement propice à ces deux terrorismes, qui ne se nourrissent pas de la même façon, mais qui se nourrissent entre eux, et qui sont aujourd'hui ceux qui sont les plus menaçants, et ceux qui, si on ne surveille pas justement, et je reviens et je reboucle avec ce que je disais, les premiers actes d'extrême droite, les petits, le premier tweet, le premier harcèlement, le premier cyberharcèlement, le premier coup de couteau, si on ne les maîtrise pas ceux-là, si on n'est pas capable de voir qu'on a un sujet et qu'il est aussi nourri par ce djihadisme islamique qui vient nourrir une pensée, un fantasme et une peur aussi, parce que moi je suis avocate pénaliste, mon truc c'est de défendre mais aussi de comprendre. Il faut qu'on puisse le traiter, et la justice est beaucoup trop laxiste sur ces premiers actes qui, je pense, sont les premières pierres au suivant. J'en ai plus. Merci maître. Merci beaucoup. Donc Lucie Delaporte de Mediapart. Bonjour, merci. Alors moi j'ai un peu hésité à venir à cette table ronde parce que moi je suis journaliste politique et je suis en charge du RN, et en fait chez nous les personnes qui suivent les groupuscules violents d'extrême droite sont dans un autre service, on travaille ensemble mais je n'étais pas très directement concernée, et je connais moins que Mathieu. Vous entendez ? Ok, d'accord. Oui, donc je disais que moi je traite l'extrême droite du point de vue politique et du RN, donc évidemment on rencontre la question de la violence, mais en fait concrètement nous la manière dont on s'est organisé, c'est qu'on a voilà, un service qui s'occupe plus particulièrement des groupuscules violents. Mais en fait ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai commencé à suivre le FN il y a quelques années, j'ai pris la suite de Marine Turchi qui le suivait chez nous, et qui elle en suivant les meetings du RN et aussi à cause de ses enquêtes, en fait même très, très concrètement, a été molestée, a connu des violences physiques, et donc voilà, ça c'était il y a quelques années. Moi quand j'arrive au RN, je suis accueillie par une attachée de presse qui est une ancienne journaliste, qui aujourd'hui est députée, qui s'appelle... ça y est, son nom m'échappe. Bref. Et qui me demande si je veux du café, si j'ai pas trop chaud. Voilà. Donc ça, c'est le visage qu'a voulu construire Marine Le Pen ces dernières années. Et ça a été tout un long travail depuis qu'elle a pris la tête du RN en 2011. Ça a été d'invisibiliser tous les groupes violents qui circulaient autour du FN. Alors, son père avait déjà eu c'est un vieil enjeu de l'extrême droite politique, de marginaliser, en tout cas de les faire disparaître de la photo. C'est quand même juste ça ce qu'elle a fait, mais elle l'a relativement bien fait, et en partie ça a créé du ressentiment chez ces groupes qui étaient parfois très, très impliqués dans la vie du parti, et miraculeusement est arrivé Éric Zemmour qui a offert un écho à tous ces groupuscules qui... Voilà, d'une certaine façon, vivaient un peu mal cette marginalisation, même si parfois, alors c'est pas pour dire que voilà, les Gudards n'ont pas disparu complètement au RN, ils sont juste en deuxième rideau, hein, et des figures très importantes du GUD restent dans les finances du parti, restent présents, mais ils sont effectivement assez bien cachés. Zemmour alors ça, on a assisté à ça l'année dernière. Ce qui était fou, c'est qu'il les a mis au cœur de l'organisation. Nous, on avait travaillé sur la façon dont s'étaient montés les comités Zemmour.
6 mois avant que Zemmour fasse acte de candidature. On ne savait même pas s'il allait être candidat. Et en fait, qui était vraiment au cœur du cœur, c'était, alors là c'était en Occitanie, c'était la Ligue du Midi, donc avec des gens condamnés pour violence, des faits de violence extrêmement graves, une tentative de meurtre, etc. Il y avait l'Action française avec des actions, elles aussi, très, très, très radicales. Et là, ils étaient vraiment, voilà, Zemmour a remis au cœur d'un parti, et ça c'est quand même extraordinaire, avec cette espèce de blanc-seing CNews qui le faisait apparaître comme le journaliste du Figaro respectable, et tout d'un coup ces gens-là étaient... je dis pas, c'était même pas les petites mains, les couleurs, parce que souvent ces groupuscules violents, le RN, le FN les utilisait un peu comme petites mains, gros bras, on va dire. Mais là, Zemmour, ils étaient vraiment au cœur de la machine, quoi. Et donc, on a vu, voilà, ces scènes assez folles à la Courneuve, où cette extrême droite qui avait jusque-là été quand même marginalisée, cachée, et donc là, c'est senti, voilà, libre de faire exactement ce qu'elle voulait devant les caméras. Enfin, il y avait quelque chose comme ça de... quand on suit l'extrême droite depuis un moment, on sent que là, on vit un moment de vraiment un tournant qui est assez effarant. Voilà, je voulais dire ça, puisque donc, je ne suis pas super spécialiste de ces groupuscules violents, je voulais juste dire, et Mathieu en sait quelque chose, que par ailleurs, quand on travaille sur l'extrême droite, comme journaliste, on finit par être rattrapé par la question de la violence, même si le RN, effectivement, affiche cette façade de respectabilité. Voilà. En fait, en réalité, et ça, moi, j'y ai été confrontée l'année dernière, et ça fait que je n'ai plus envie de suivre l'extrême droite, et que j'arrête d'ailleurs, c'est qu'on subit, en fait, un harcèlement avec des menaces de mort, des menaces de viol, etc. Et donc, c'est pas anodin que vous disiez, on n'en parle pas assez, etc. Mais suivre l'extrême droite, c'est très coûteux aussi. C'est très coûteux parce qu'il plane un climat de violence, même si, justement, on a une attachée de presse qui est aux petits soins, etc. Mais en fait, le quotidien, c'est qu'on a peur quand on va en reportage, on a peur dès qu'effectivement, on enquête sur des personnages. Alors là, on a quand même un député, Boccaletti, à l'Assemblée qui a été quand même impliqué dans des affaires gravissimes de tentative d'homicide, hein, c'est ça. Voilà, donc il y a quand même la violence, en fait, elle revient, qu'on le veuille ou non, elle plane sur notre travail et elle empêche beaucoup d'enquêtes, je dirais. Voilà, donc je ne veux pas être plus longue. Merci. Merci Lucie Delaporte. Donc, alors je disais, il faut tenir l'horaire. Il nous reste environ 50 minutes. Moi, je propose qu'on passe assez vite à un échange en fait avec la salle, et éventuellement qu'on alimente les échanges ensuite, hein, de manière très spontanée. Mais avant, je propose une prise de parole de Raphaël Larnaud de la Jeune Garde. Pour 2-3 minutes, si tu peux, camarade. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne vais pas m'éterniser sur, à nouveau, les répétitions sur le fait que l'extrême droite est violente. Oui, l'extrême droite est violente. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là. Là, par exemple, le titre, c'était l'extrême droite et la violence. On a un peu ce réflexe, nous, en tant que militants et militantes de gauche, aujourd'hui, à penser que la violence serait finalement que propre au camp de l'extrême droite. Je pense vraiment qu'il faut qu'on s'enlève cette question de la tête. C'est faux, déjà historiquement, et en plus de ça, c'est mauvais politiquement, parce que dans toute son histoire, à chaque fois que, peu importe, au pouvoir ou non, tout camp politique, toute organisation politique, qu'elle soit syndicale, associative, on s'en fout, à un moment donné, eut sa part de violence, parce qu'on est dans une société où c'est une histoire de rapport de force, notamment entre les possédants et celles et ceux qui ne possèdent rien. Donc la violence n'appartient pas à l'extrême droite. En plus de ça, c'est une erreur parce que ça nous bloque un peu politiquement. C'est-à-dire qu'on fait face à des gens extrêmement violents, qui s'organisent, qui s'entraînent à toute cette violence, et nous, dans notre arc de réponses diverses et variées qui est possible face à l'extrême droite, on est un peu bloqué.
Comme si ça n'appartenait qu'à eux, ils ont le monopole sur cette violence, et finalement, nous, on n'aurait pas de réponse face à ça. Alors évidemment, qu'on soit toutes et tous d'accord ici, nous, militants et militantes de gauche, si des fois on est confrontés, c'est vrai, à devoir utiliser de la violence, plus ou moins fortement, évidemment, ça n'a rien à voir avec la violence de l'extrême droite, tout simplement parce que pour eux, c'est central dans leur construction, leur projet de société. Et ce projet de société, il faut le comprendre. On a parlé notamment d'ennemis intérieurs. Pourquoi est-ce qu'ils désignent un ennemi intérieur? C'est tout simplement parce qu'au fond de leur pensée politique, dans leur projet social, ils ont l'idée de la régénération d'une nation qui soit forte et dans laquelle il n'y a pas de place pour les faibles. Dans leur tête, les faibles, c'est les personnes LGBTI, les femmes, les musulmans, qui viendraient casser cette dynamique de l'homme blanc, viril, etc. Et si on n'a pas cette pensée, on ne peut pas comprendre la violence de l'extrême droite. Et donc oui, effectivement, la violence à l'extrême droite est poussée à son extrême, tout simplement parce que ça permet d'affirmer leur force, et c'est dans leur projet politique pur. Ensuite, face à toute cette violence, c'est vrai qu'on pourrait un peu baisser la tête et se dire ça y est, on est mort, quoi. Les gars, là, ils sont encore endettés, ils sont encore en train de s'entraîner, bim bam boum, on découvre des caches d'armes de partout, etc., etc. C'est vrai, on pourrait se dire, en fait, on est cuit, on va se faire défoncer, il suffit qu'ils accèdent au pouvoir, on est tous rasés. Moi, j'aimerais qu'on garde la tête haute, camarades, et j'aimerais qu'on se réapproprie certains outils qu'on a malheureusement abandonnés dans de nombreuses organisations qui ont pourtant toujours fait partie de notre histoire militante. Toujours. La question de la résistance. Et on en a des faits, là, d'exemples de résistance. Il y a peu, je ne vous parle même pas de 1945, qui sont bien trop loin. Il y a quelques années seulement, des camarades kurdes, arabes, yézides, en Syrie, qui ont pris les armes à la main, qui sont allés combattre Daesh, l'extrême droite là-bas, la plus violente qui soit, la plus terrorisante qui soit, ils les ont défiés. Ils y sont allés la tête haute, ils les ont fait reculer, et leur ont infligé de nombreuses défaites, jusqu'à la défaite totale de Daesh à Raqqa. Donc nous, camarades, j'aimerais qu'on relève la tête, qu'on les regarde droit dans les yeux, ces gens-là, qu'on leur dise qu'on n'a pas peur, qu'on va se réapproprier nos moyens d'autodéfense. Et c'est à eux d'avoir peur, c'est à ce camp-là d'avoir peur de nous. Parce que jamais on les laissera arriver au pouvoir, jamais on les laissera à nouveau s'attaquer à nos mouvements, s'attaquer aux personnes qui nous auraient demandé simplement pour leur couleur de peau, pour leur orientation sexuelle ou leur genre. Donc, alors j'ai déjà vu des mains se lever. Pardon, j'ai déjà vu des mains se lever ici ou là. Écoute, tu es la première à avoir redégainé. Bonjour. Alors moi, je viens de Montpellier. Ça va pas être ce mauvais. Merci. Je viens de Montpellier et j'ai vécu presque 20 ans à Béziers. C'est marrant la réaction. Donc moi j'ai en tête 3 faits. Je voudrais interpeller madame en tant qu'avocate pour que vous me disiez comment vous les qualifiez. Le premier fait, il a eu lieu en 2018. Il y a ici quelqu'un qui connaît bien l'affaire. C'est une histoire de commando d'extrême droite qui est venu bastonner des étudiants dans la fac de droit. Des étudiants qui s'étaient organisés pour occuper la fac à l'occasion d'une manif, je crois, sur Parcoursup. Bref, ce commando, c'était notamment commandité, la justice a été rendue quand même, par le doyen de la fac. Et il y a un des profs qui y a participé. Donc j'aimerais savoir comment vous le qualifiez, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est pendant le confinement 2019, donc début de la crise sanitaire, à Béziers, un jeune gars de 34 ans qui souffrait de schizophrénie, qui vivait très mal le confinement, d'autant plus qu'à Béziers, le maire Robert Ménard en avait rajouté une couche en décrétant un couvre-feu à 21h. Ce garçon a fait une mauvaise rencontre et il en est mort, quoi. Il a été interpellé par la police, il a été par la police municipale. Salut. Une bitéroise. Et donc, il a été violenté, il est arrivé au commissariat, il était mort. Et quand les pompiers sont arrivés, évidemment, ils n'ont rien pu faire, quoi. Ils ont été transportés par la police municipale vers le commissariat central. Ils se sont assis dessus. Enfin bref, il y a des vidéos, il y a eu tout un tas de trucs. Ça a duré une bonne quinzaine de minutes, le trajet. Donc je voudrais savoir comment ça peut se qualifier, ça, parce que vous avez parlé de terrorisme et puis vous avez parlé d'actions violentes, individuelles, de la violence de rue. Donc sur ces 2 faits-là, en fait, je ne reconnais pas les qualifications que vous avez données, quoi. Voilà, enfin je vais m'arrêter là.
Merci, bonjour. Moi du coup, j'aimerais bien savoir, c'est pas forcément le thème de la conférence en soi, mais est-ce que vous pouvez donner des premières pistes déjà d'action antifasciste, parce que souvent les gens savent pas bien à quoi ça correspond, il y a plein de formes d'action antifasciste différentes. Et par rapport aux mouvements antifascistes en eux-mêmes, il y a malheureusement pour les antifas de terrain parfois une reprise de codes virilistes d'extrême droite dans l'aspect très militariste, bonhomme, rasé essentiellement des hommes. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une importance aussi de revoir un peu les fondamentaux de ces groupes d'action qui sont, comme on l'a vu, essentiels en fait au vu de la situation actuelle. Voilà, merci. Bonjour, merci beaucoup pour les premières, ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. J'avais une question sémantique. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre extrême droite et ultra droite? Est-ce que c'est juridique ou c'est juste comme ça? Et par rapport à quel point cette menace est prise au sérieux, si je dis pas de bêtises, la DGSI avait fait un rapport comme quoi il y avait X personnes d'ultra droite qui étaient prêtes à passer à l'action justement. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Voilà, merci. Quelqu'un veut... C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, avec la température qu'il fait, ce serait évaporé dans 5 minutes. Merci. Alors, j'ai deux questions qui me concernent. Vous m'entendez là? C'est bon? Merci. Alors, vos deux questions. Je vais devoir faire un peu de juridique, je suis désolée pour vous répondre. La question du terrorisme, c'est un acte de violence prémédité ou accompli qui a pour but la déstabilisation d'une nation par une idéologie. Ce que vous décrivez, vous, dans le premier cas, c'est des actes de ce qu'on appelle la violence volontaire en réunion. Après, il faut qualifier au cas par cas, est-ce qu'ils ont été menés notamment par une velléité raciale, antisyndicale, sexiste, ce qui en fait un acte d'extrême droite. Et dans le deuxième cas, c'est un homicide au volontaire ou involontaire, et de la même manière, pour le qualifier d'acte, c'est là où la différence, c'est pour ça que je vous expliquais qu'on a deux catégories. Il y a une catégorie où l'idéologie vient nous expliquer ce qu'est l'acte, et l'inverse où on part de l'acte, mais en essayant de le disséquer, on le rattache à une idéologie. Et c'est l'inverse, c'est-à-dire que n'importe quoi, il y a dans la rue quelqu'un se fait agresser, etc. On va d'abord dire c'est une violence volontaire. Et puis on va découvrir, en écoutant les auteurs, en écoutant la victime, mais en définissant aussi ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle est femme? Est-ce qu'elle est LGBT? On va en déduire le mobile de l'acte et donc le caractère soit racial, soit sexiste, qui est une aggravation en pénal. En pénal, vous avez l'infraction de base, agression, violence, homicide, etc. Et évidemment, ce qu'on appelle l'aggravation pénale, c'est le mobile. Ce sera, est-ce qu'il y a un critère racial? Est-ce qu'il y a un critère sexiste? Après, ça peut être également sur des violences conjugales. Est-ce qu'il y a un critère de conjoint, etc. Donc en fait, c'est dans la première catégorie se situent vos deux problématiques. Pour vous, monsieur, est-ce que vous êtes là, hein, c'est ça? Non, pas du tout en plus. Extrême droite et ultra droite, c'est pas du tout un terme juridique. D'ailleurs, le président, dans le procès de l'OAS, avait refusé qu'on utilise ultra droite dans tous les actes judiciaires. On utilisait le mot extrême droite. C'est moi et les journalistes, je pense aussi, qui avons, enfin moi non, mais les journalistes et moi, je l'ai réutilisé aujourd'hui à mon compte, qui avons fait cette dichotomie, mais qui judiciairement, en tout cas et juridiquement, n'a pas d'impact. Et au contraire, la justice a demandé que dans tous les procès liés à ce qu'on appelle de façon journalistique ultra-droite, on parle d'extrême droite. En fait, c'est une déformation parce que justement, je pense qu'on a dans l'idée, mais j'extrapole un peu, c'est pas mon métier, mais de considérer que l'extrême droite est un parti politique et une formation politique, et que là, on parle de délinquants, et qu'en réalité, on utilise ultra-droite pour marquer la différence entre la délinquance radicalisée de ces personnes et l'adhésion à un parti. J'ai répondu. Je crois qu'après, c'est pas pour moi. En une phrase pour compléter, moi, à titre perso, j'utilise pas l'expression ultra-droite parce que c'est une expression qui a été forgée par la police, en fait, et par les services de renseignement. Mais tu as tout à fait raison, c'est dans l'idée de marquer cette dichotomie entre ce qui est politique avec une vocation
vers le parlementarisme, en tout cas vers se présenter à des élections, et ce qui regroupe de bandes violentes. Mais c'est une volonté de casser un continuum qui pourrait exister. Mais alors l'Action française, c'est quoi? C'est des gens qui d'un côté se battent, mais qui fournissent des attachés parlementaires au Rassemblement national et des cadres chez Éric Zemmour. Donc voilà, moi je ne dis pas que ce terme il est impropre, mais je ne l'utilise pas. Oui, juste une réflexion par rapport à ça. Moi, j'ai aussi un peu de mal à différencier extrême droite et ultra droite. Justement, tu parlais de continuum. Moi, je suis né en 77. Je me rappelle gamin des fêtes devant la statue de Jeanne d'Arc avec le père Le Pen en train de déblatérer tout ce qu'on sait, à faire de la provoque à chaque phrase et à chaque mot. Enfin, plus que de la provoque, un déversement de haine. Et systématiquement, on avait des gudards qui défilaient. Mais ils défilaient, comme une armée. C'est-à-dire, ils étaient tous habillés pareil, en jean, doc coquet, bomber noir, lunettes de soleil noir. Ils avaient tous un écart entre eux qui était voilà, en petit rang, comme dans un défilé militaire. Exactement. Et pour moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est que le Front National, il peut s'être rebaptisé Rassemblement National. On peut toujours repeindre la façade, les fondations restent les mêmes. Fondamentalement les mêmes. Et c'est là où il y a un gros problème, moi je trouve, pour paraphraser Frédéric Lordon, qui en 2018 avait commis un excellent article dans le Monde diplomatique suite à l'affaire Benalla. Et il avait décrypté ce qu'il appelait l'arc de l'extrême droite. C'est-à-dire l'erreur majeure, aujourd'hui, à éviter, c'est de cantonner l'extrême droite aux partis qui s'en réclament. L'idéologie d'extrême droite, la pensée d'extrême droite se diffuse bien au-delà des partis qui s'en réclament. Lorsque François Hollande nous enchaîne sur la déchéance de nationalité, on est dans l'arc de l'extrême droite. Lorsqu'on a un Nicolas Sarkozy qui nous parle de nettoyer les banlieues au Karcher, comme Le Pen disait dans les années 80, enfin en tout cas les skins qui bossaient pour Le Pen disaient dans les années 80, on fout les bougnoules à la mer, on est dans l'arc de l'extrême droite. Quand on a tout le délire sur le séparatisme du précédent quinquennat Macron, on est dans l'arc de l'extrême droite, etc. etc. Et j'en profite pour rebondir. Je pense que ça nourrit l'impunité de ces groupes violents. Toujours dans leur optique accélérationniste, à savoir d'accélérer les conditions d'une révolution nationale qui passerait par une guerre civile, parce qu'il faut viser les ennemis de l'intérieur, voir la contagion de leurs idées dans des partis qui se réclament de la République, c'est quelque chose qui est propre non seulement à les exciter, mais en plus à se dire c'est bon, la situation est mûre. C'est le moment. Donc voilà pourquoi, excusez-moi j'étais un peu long, pourquoi je répugne plutôt à faire le distinguo extrême droite, ultra droite, même si parfois ça peut être assez pratique d'un point de vue conceptuel, je suis assez d'accord là-dessus. Alors, vite fait, on a quelques questions. Alors là, j'estime que pour ma part, j'ai répondu puisqu'il y avait une question sur l'impact de la candidature de Zemmour et de l'élection de 89 députés. Est-ce qu'on risque de voir les actions se multiplier? Donc moi, pour ma part, je pense que oui, ça contribue de leur sentiment d'impunité et de légitimité à mener des actions violentes. Là, il y a une question sur la vidéo de Papacito torturant un épouvantail représentant un insoumis. Donc, pour mémoire, c'était en juin 2021, je crois. J'avais eu l'honneur de voir la vidéo en entier avant qu'elle soit retirée de YouTube. Un grand moment. Donc, je ne sais pas où en sont les plaintes qui ont été déposées. Donc, il y a eu des personnes qui ont été citées dans cette vidéo, je crois. Mais Maître Dousselin tend la main tout de suite. Et la réponse va vous étonner et va pas vous plaire. C'est pas une procédure que je gère seule, je suis avec un autre confrère. La plainte contre Papacito a été classée par le procureur de la République. Il y a 15 jours à peu près. Évidemment, on a déposé plainte avec conscience de partie civile pour saisir un juge d'instruction. On s'est dit qu'un juge indépendant ne serait pas une mauvaise idée concernant ça. Mais en tout cas, sachez que le confrère qui s'en occupe m'avait justement renseigné avant que je vienne vous voir. La plainte de Jean-Luc, mais la plainte aussi de nombreux insoumis, parce que beaucoup d'entre vous avaient déposé des plaintes, on avait fait dans tout le territoire. Sachez qu'elles ont toutes été réunies sous l'égide de celle de Jean-Luc, et qu'à notre connaissance, à ce stade, elles ont toutes été classées. En tout cas, celle de Jean-Luc, on a eu l'information qu'elle avait été classée. Donc nous avons saisi un juge d'instruction en estimant que le procureur de la République n'était peut-être pas la personne la mieux placée pour étudier ce problème.
Non, un petit ajout, parce que moi j'ai aussi porté plainte contre Papacito. Non, enfin, la procédure, ça a été un signalement au procureur qui nous a répondu qu'il n'y avait pas de menace imminente caractérisée, voilà, parce qu'il n'y avait pas mon adresse avec mon numéro de téléphone. Donc c'était quand même, c'était des menaces de mort. Bon. Et aujourd'hui, on nous a demandé, et moi je suis assez choquée par même si je ne suis pas très habituée à la justice, mais de verser 10 000 euros séquestrés, voilà, parce que pour être sûr que ce n'est pas une procédure abusive. Bon, alors c'est... Voilà, c'est ça, on en est là. Voilà. Mais du coup, je trouve que lui n'a toujours rien eu et que nous, on a 10 000 balles bloquées. Voilà. Bon. Voilà, donc moi j'ai été candidate contre M. Ménard au municipal, contre Mme Ménard aux législatives. Donc je connais un peu le truc. Donc la sécurité pour Ménard, c'est son fonds de commerce. Il se dit qu'il s'est éloigné du Rassemblement national, mais qu'on connaît très bien quand même leurs idées sur la sécurité et sur l'immigration. Donc voilà, c'est une petite pirouette. Il faut savoir que la police municipale, ils sont montés au pinacle. On met des caméras de partout, on met des flics de partout. Ils ont augmenté le nombre de la police municipale. Alors vous les voyez, c'est des Robocop. Hein. Vous les croisez sur les allées, gilet pare-balles. Flics, Takiwalki est armé, puisqu'ils ont tous été armés. Hein. Monsieur Ménard a bien communiqué. Alors, la première fois, il nous a mis le nouvel ami de la police municipale avec un beau pistolet rose. Ils ont ressorti il n'y a pas longtemps avec un vrai pistolet parce qu'ils ont changé les armes en plus. Alors ça, j'aimerais savoir aussi si c'est vrai. On nous a dit que plus il y avait de policiers municipaux et moins ils rajoutaient d'effectifs en police nationale parce qu'il y a une espèce d'équilibre. Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai. Et il faut savoir que la police municipale, quand vous les voyez de dos, il y a écrit police en gros. Il faut vous approcher pour voir municipal dessous. Donc c'est vraiment, ils jouent la carte dessus. Savoir que Béziers, il n'y a pas plus de violence que ça, mais ils jouent là-dessus. Et donc les gens ont l'impression d'être plus en sécurité parce qu'il y a plus de police. Et le fait que Ménard, je pense, les porte au pinacle, ils se sentent aussi une surpuissance. Par rapport justement à l'incident Mohamed Gabzi, le maire n'a jamais dit oui, il y a eu un incident, on va essayer de voir quel a été le problème. Il a dit on va laisser faire la justice. Ils n'ont pas été suspendus, ils ont juste été mis hors de la vue de tout le monde. C'est la seule chose qui s'est passée. Et donc il y a le procès qui est en cours, qui normalement a quand même pas mal avancé, mais voilà, il faut savoir qu'ils sont quand même encore en poste. Donc, Pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de questions, je vous invite à faire concis, comme ça on pourra faire circuler. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à me lever. Oui, pour décentrer un peu le débat, puisque la copine avocate expliquait que visiblement le gouvernement avait lâché un peu le pied sur le suivi de l'extrême droite, mais il n'a pas lâché sur le suivi de l'extrême gauche. Et même si c'est un sujet un peu ancien maintenant, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Julien Coupa et de la cellule invisible. Ça vous dit rien? Le Monde avait fait un très beau sujet là-dessus d'ailleurs. Oui, Le Monde avait fait un très beau sujet sur Julien Coupa et la cellule invisible qui avait été accusée, bon, soi-disant d'avoir déposé des trucs sur les caténaires du TGV, je développe pas. Aucune preuve, rien. Il avait une vingtaine d'années, il a dû passer une année au secret. Sa compagne, je sais pas combien. Et toute la fine fleur de la police, du contre-espionnage, mais français, américain, anglais, canadien, a travaillé sur l'affaire pendant je ne sais combien de temps. Bon, vite fait, pour quand même mettre en parallèle la façon dont le pouvoir, là, pense qu'il y a un terrorisme d'ultra-gauche. Oui, bonjour. Donc j'aurais une question à poser, puis aussi une remarque à faire. Je vais prendre l'exemple de Besançon, la ville d'où je viens.
j'ai remarqué que là-bas, aussi au niveau local, ils fonctionnaient comme des vitrines, enfin comme le FN des débuts avec Jean-Marie Le Pen en figure respectable, où là-bas, typiquement, avant c'était Génération, enfin c'était les jeunesses, les jeunesses du RN, et ça a été remplacé ensuite par Génération Z, c'était un peu la vitrine respectable. Bon, typiquement, leur représentant, c'est un étudiant en droit très propre sur lui. Dans une strate encore en dessous, il y a la cocarde étudiante qui, eux, ils vont faire des actions coup de poing, littéralement, au meeting de Poutou ou au 1er mai. Et encore en dessous, il y a les néo-nazis typiques. Et on se rend compte que ces gens-là, ils se fréquentent, ils se connaissent beaucoup quand ce n'est pas les mêmes personnes qui sont à la fois dans les 3 organes informels. Et du coup, j'en viens à ma question. C'était il y a quelques jours à Besançon, il y a un journaliste qui s'est fait agresser par un de ses militants. Alors, je crois qu'il s'est fait virer de chez Zemmour, c'est dire. Donc, le journaliste s'est fait agresser par ce militant-là. C'est sorti d'ailleurs chez vos collègues de Libé, il y a l'autre jour. Et ce type-là, ce facho, avait pour projet professionnel d'être commissaire de police. C'est dire l'état de notre belle police républicaine. Et du coup, on a un peu peur que, maintenant que ces plans de carrière semblent être fichus, vraisemblablement, on a peur que qu'ils se disent maintenant j'ai plus rien à perdre. Typiquement, ce gars-là, il sera vraisemblablement dans ma promo l'an prochain. Donc ça fait un peu peur. Et du coup, je me demandais si c'était vraiment une bonne solution dans tous les cas, dans chaque cas, de vouloir les isoler et les descendre, entre guillemets, professionnellement, dans leur réputation, etc. Merci. Merci, ouais, il y a beaucoup de gens qui suivent et pourtant je ferai un préambule d'une intervention très courte. Pour moi, il est très urgent de réaliser l'union populaire et je voudrais nuancer la référence qui a été faite à Lordon sur le fait que ça dépasse l'arc d'extrême droite, dépasse le seul parti, mais je crois que dans les 8 millions d'électeurs de Marine Le Pen, il n'y a pas 8 millions de personnes d'extrême droite. Et en fait, c'est quelque chose que je voulais quand même nuancer parce que en fait, pour en avoir rencontré beaucoup et un peu dans des endroits différents, c'était un vote utile social et c'est un sujet entier, mais c'est des choses où il faut se redécouvrir, exploiter, dominer. Et effectivement, la manière, le fait que je sois blanc, homme, cis, hétéro et tout ce qui peut correspondre enfin, disons que ça a pu biaiser peut-être ma rencontre avec ces gens-là. J'avais peut-être la bonne couleur de peau, le bon sexe pour avoir une conversation, mais en fait, il y a des affects qui nous lient. Il y a des affects qui nous lient, non, mais peut-être, mais en fait, il y a des affects qui nous lient en profondeur, qui sont surtout chez ces gens-là, la xénophobie vient bien après, en fait. C'est un sujet en entier. Donc, ravi d'en parler avec vous plus longuement. Mais je voulais intervenir, moi, sur la non-violence et la nécessité de se préparer à la violence. En fait, je crois que moi, je nous souhaite une belle rentrée sociale où j'espère qu'on porterait tous le gilet jaune parce qu'il s'est porté dans 40 pays dans le monde et que c'est un symbole international. Et il n'y a guère que la France, pour une partie, de ne pas savoir que nous sommes en oligarchie, qu'on a un monarque et une corruption endémique. Mais voilà, c'est quelque chose de très important. Mais je crois qu'effectivement, il faut se préparer à la violence. Pour assurer la non-violence du mouvement, parce que si on est dans la violence, je pense que la violence peut s'exprimer autrement et pas ad hominem, mais plutôt symboliquement, à l'instar des actions qui avaient pu être faites par Beauvais dans une autre époque, sur des lieux symboliques de corporatistes, des actions sur des golfs à cause des sécheresses, sur des yachts, mais pas verser le sang, parce qu'après, c'est des cycles de violence où on n'arrivera pas à en caser une. Mais voilà, il y a c'est des sujets importants, mais voilà. Du coup, je pense qu'il faut former les gens, les SO, la jeune garde, les antifas, mais assurer la non-violence, quoi, et résister à ça, et orienter peut-être une forme de violence pour installer un climat de radicalité quand même, parce que si on débouche sur un énième chèque énergie, voilà. Donc voilà, c'est fouillis, je vous laisse vous débrouiller avec cette intervention.
Ok. Bon, je vais essayer d'être... Bonjour, Farid de Nice. Je vais essayer d'être bref. Ma question s'adresse à toi, Lucie, de Mediapart. En fait, c'est possible d'avoir une idée sur la capacité de la presse française, des médias français, d'enquêter, de mener des reportages, des enquêtes d'investigation sur les groupuscules, sur l'extrême droite en général, sur les groupuscules d'extrême droite en particulier. C'est-à-dire, est-ce que vous avez les outils? Est-ce que, surtout, on parle de violence, parfois physique. Est-ce que vous êtes assez armé pour mener ces enquêtes correctement? Ou est-ce que vraiment c'est un frein, cette violence, ces menaces, c'est un frein pour faire son travail d'investigation? Merci. On rajoute 2 questions. Ouais. Et il y avait qui d'autre ensuite? Il y avait quelqu'un là? Bonjour, moi je m'appelle Salma, je suis militante antifasciste. En fait, je voulais vous poser une question, notamment à monsieur le député et à madame l'avocate. En fait, quand on voit certains élus politiques de notre camp social en général et leur passivité face à ces questions-là, notamment aux groupes en fait les plus violents. Je pense à Grégory Doucet, notamment à Lyon, par rapport aux locaux de Génération Identitaire qui n'ont toujours pas été fermés. Comment est-ce que vous voyez en fait les difficultés à instaurer un cordon sanitaire comme ce qu'il y a par exemple en Belgique, où on n'accepte pas en fait de travailler et de dealer en fait avec l'extrême droite, parce que leur projet est anti-républicain, leur projet est à l'encontre même de nos existences. Donc voilà ma première question. La deuxième, c'est quels sont les leviers en tant que député en fait que vous pouvez mettre en place contre ces groupes politiques-là. Et enfin, pour madame, on sait à quel point la police, l'armée et énormément d'institutions en France sont traversées par l'extrême droite, comme notre pays dans sa globalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la justice et l'appareil judiciaire en général, et comment est-ce que vous l'avez vu un peu évoluer par rapport à ces questions-là et les choses auxquelles vous êtes confrontés? Merci. Bonjour, alors moi c'était plus une interrogation par rapport à l'intervention de monsieur. Je suis nouvelle dans ces thématiques-là, donc je ne sais pas si j'ai tout saisi, ça m'a mis un peu mal à l'aise j'avoue. Et moi je me demande si avec ce discours-là, est-ce qu'on ne retombe pas du coup dans un mode de pensée très patriarcal finalement? Ok, vous n'avez pas le crâne rasé, mais est-ce que cette idée de prendre les armes, ça m'était un peu mal à l'aise, je veux bien que tu nous en dises plus. Oui, mais du coup, il y a eu toute une portion de ton discours où je veux bien que tu développes un peu. Oui, bon. Alors déjà, c'est bien, ça suscite beaucoup d'échanges. Comme on a peu de temps, je suis désolé, mais j'avais prévenu. Je vous ai pas pris en traître, que ce serait frustrant, qu'une heure et demie c'était beaucoup trop court pour ça, mais il faut qu'il y ait bien d'autres conférences qui se fassent. On a justement une question écrite sur, qui est une question de morale, finalement, sur l'usage de la violence, répondre à la violence par la violence, etc. Et donc là, je propose dans un premier temps à Maître Doussin d'y répondre. Exactement, et parfois on fait de la morale. Je vais essayer de répondre parce qu'effectivement je comprends que beaucoup de gens se posent la question, et de toute façon c'est un peu la question centrale quand on parle quand on est militant et qu'on s'oppose à ces gens qui sont ultra violents, parce que la question c'est de savoir est-ce qu'on doit utiliser leurs armes, et je suis assez d'accord avec madame de dire est-ce qu'on doit devenir ces espèces de pendants virilistes de gauche de ces gens-là. Le point de vue de l'avocate serait de dire qu'évidemment, vous n'avez pas le droit de répondre à la violence par la violence. Vous allez me dire, une fois qu'on a dit ça, merci maître, on n'a pas dit grand-chose. Après, vous avez quand même quelque chose dont il faut parfois parler, ça s'appelle la légitime défense. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, la justice a permis, et on a eu des grands débats sur ces sujets, notamment au cours d'affaires qui ont impliqué des femmes battues. À un moment donné, dans un cadre de violence, vous avez le droit de répondre à la violence. Il faut quand même avoir
ça que je dis que moi je pense que la violence ne doit pas être une provocation de votre part. En revanche, vous avez le droit aussi, dans un cas de violence, de façon très pratique, d'utiliser la légitime défense. La légitime défense, c'est quoi? C'est une réponse proportionnée dans un temps qui est le même que celui de l'attaque que vous vivez. Pour quand même vous dire que sans légitimer la violence, la question de la défense à ce genre d'action existe. Moi, je reste persuadée que même si mon métier, c'est que si un jour vous avez tabassé un militant d'extrême droite, j'irai effectivement expliquer que face à la violence que vous avez subie, même si elle n'était pas concomitante, à un moment vous avez répondu, comme on a pu le plaider pour certains gilets jaunes en expliquant qu'après 10 ans de violence sociale, on pouvait avoir une violence physique. Ça n'empêche que vous passez du camp militant au camp délinquant. Et ça, c'est une décision personnelle que vous pouvez ou que vous pouvez avoir, mais je ne peux pas vous dire autre chose en tant qu'avocate que si la violence n'est pas légitime, c'est-à-dire que si elle n'est pas proportionnée et concomitante, vous n'êtes plus des militants, mais vous entrez dans le champ délinquentiel. Pour lequel mon métier sera de vous défendre, et je le ferai avec la plus grande joie si vous y arrivez jusque-là, pour que vous ayez la plus petite peine possible, mais il faut en avoir conscience. Merci. Il y a des questions que j'ai... qui ont trait à la liberté de la presse, aux médias, etc. Donc, passe à l'aile. On va se partager. Je vais répondre très directement à monsieur. Est-ce que la presse a les moyens suffisants pour enquêter sur les violences d'extrême droite? Sans doute pas assez. C'est parfois des choix dans les rédactions et moi je peux que déplorer qu'il y ait beaucoup de grandes rédactions qui ne mettent pas de moyens là-dessus. Pas assez, et donc je voudrais rendre hommage évidemment à Street Press, parce qu'en fait il y a très très peu de médias aujourd'hui qui travaillent vraiment sur les violences d'extrême droite, et voilà, ils ont fait un travail voilà. Et ça rejoint la question qu'on a un petit peu abordée ce matin dans une autre table ronde, qui est quand même le paysage médiatique dont il faudra raconter à quel point il a en partie basculé à l'extrême droite. Et je ne parle pas seulement des médias traditionnels, en fait, de l'extrême droite. Je ne parle pas des organes qu'on connaît, des présents et compagnie. Je parle et bien au-delà de ces news, en fait. Moi, j'ai pu parler à des rubricards extrême droite qui étaient en empathie totale avec les idées de Marine Le Pen. Est-ce que je les cite aujourd'hui? Non, parce que je vais risquer la diffamation. On le racontera. On le racontera un jour. Mais des hebdos très connus, grands quotidiens de droite. On racontera un jour. Et puis après, je voudrais peut-être juste aborder, mais je pense que, Mathieu parlera de ça, mais il y a la question de quand on travaille sur la violence, le terrorisme, la question des sources, elles sont souvent policières. Ça vous a pas échappé que la police, la gendarmerie votent maintenant ultra massivement à l'extrême droite. Donc est-ce qu'il y a eu ces dernières années un travail suffisant là-dessus? Est-ce qu'il y a une volonté de faire remonter? Et je parle surtout des petits faits, parce qu'en fait c'est la violence de l'extrême droite, elle passe aussi par des petits faits du quotidien, du harcèlement, des choses qui passent sous les radars. Et ça passe sous les radars parce que les gens qui normalement nous transmettent ces informations, c'est pas ça qui les intéresse. Voilà. Mais je vais passer la parole à Mathieu qui connaît mieux que moi. Merci pour le compliment, je suis un peu gêné et je ne peux que le rendre. Le travail que tu fais et que Mediapart fait dans son ensemble sur le sujet est formidable. On se retrouve d'ailleurs souvent à traiter les mêmes sujets. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'autres médias qui le font, force est de constater. Pour compléter cette question sur la difficulté de travailler sur l'extrême droite en tant que journaliste, il y a une question de moyens financiers, parce que les moyens financiers, c'est du temps. C'est du temps qu'on nous donne pour travailler dessus. Et il y a peu de médias qui consacrent des moyens financiers ce que tu as dit, en déléguant des journalistes sur ces sujets. C'est aussi une question tu l'as abordé, mais pudiquement tout à l'heure, je sais parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, de ce que c'est de travailler sur l'extrême droite, c'est de travailler
sous la menace permanente. Et je sais à quel point on en a tous souffert et comment tu en as souffert, parce que ça veut dire avoir des vidéos avec des menaces de mort ou de viol quand on est une femme vue par des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Ça veut dire des messages très précis nous ciblant, nous menaçant de mort. Un exemple très concret pour parler, j'essaie d'ancrer aussi dans le local. Avant-hier ou hier, quand j'ai fait 2 tweets pour dire que je venais ici, NDT Vol, le leader, parce que je pense qu'il faut donner les noms des gens qui font ce genre de choses, il a dit « tu viens chez moi, on se croisera peut-être ». Un petit tweet, voilà. Donc ça veut dire que moi j'arrive ici en me disant « ouais, ce soir je vais peut-être aller boire un coup, faire un truc dans Valence », j'aurais toujours cette arrière-pensée en tête de me dire « ce week-end, là en sortant, est-ce que je vais pas le croiser ?» Et cet impact-là, malheureusement, on est obligé de travailler avec, et il pèse sur nous. Bon, c'est pas facile, mais il pèse aussi sur nos proches personnels, sur nos familles, sur nos collègues qui, pour certains, n'ont pas choisi de bosser sur l'extrême droite et qui se retrouvent à Mediapart comme à Street Press à devoir bosser derrière des portes blindées, à devoir avoir des niveaux de sécurité dont ils subissent. Voilà. Et ça a un impact. Et oui, des fois, ça limite nos moyens d'action. Et des fois, quoi qu'on en dise, on s'auto-censure dans ce qu'on fait, et dans ce qu'on dit, et dans ce qu'on écrit, et où on va. Parce que oui, on a peur, c'est la vérité. Des fois, on est inquiet, on se dit ça. Juste pour faire... Et Lucie l'a malheureusement subi très fortement. Et je voulais rebondir sur les questions sur l'extrême droite et la police. Il y a eu aussi une question sur ce sujet-là, sur comment les idées d'extrême droite et les militants d'extrême droite j'ai pas envie de dire ont infiltré, parce que infiltrer, c'est comme s'il y a quelque chose d'extérieur qui intègre un corps contre sa volonté ou à son insu. C'est pas ce qui s'est passé. C'est par capillarité, la police a massivement, malheureusement, été convertie à une idéologie d'extrême droite. Je vais pas faire une analyse de pourquoi du comment, mais moi, je travaille aussi par ailleurs beaucoup sur la police. Et sur ce sujet-là, le problème, c'est un manque de réponse extrêmement criant en interne de la part du ministère de l'Intérieur, donc de la hiérarchie et de l'administration. Un manque de réponse aussi de la justice, qui est amené à travailler avec la police en permanence. Le procureur de la République, il travaille avec les policiers tout le temps. Et s'il se met à dos les policiers du coin avec qui il bosse, c'est extrêmement compliqué. La question faisait référence au groupe WhatsApp raciste. Et nous, il y a 2-3 ans, on avait révélé l'existence d'un groupe Facebook qui s'appelle TN Rabio, dans lequel il y avait des milliers de policiers. Alors, on n'a pas pu les dénombrer un par un, mais on est en capacité d'affirmer qu'il y avait des milliers de policiers dans ce groupe et se tenaient des propos racistes extrêmement graves, répétés, au vu, au su de ces policiers. Certains activement participaient à ces conversations très très racistes. Après la médiatisation de cette affaire, qui a été très importante, le procureur de la République a annoncé publiquement l'ouverture d'une enquête. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Castaner, avait organisé une conférence de presse parce qu'il y avait un certain nombre de faits qui s'étaient passés dans la même temporalité sur le racisme dans la police. C'était l'affaire de Rouen, révélée par Mediapart la même semaine. On ne s'était pas concerté, mais c'était sorti la même semaine. Il y avait une grande conférence de presse du ministre qui a prometté une réponse forte. Dans l'affaire des groupes WhatsApp, où il y a plusieurs milliers de policiers, on a renvoyé en tout et pour tout 3 flics devant un tribunal, un qui d'ailleurs a disparu de la surface de la Terre, donc qui n'était même pas là, et 2 autres policiers. Pourquoi on a fait ça? Parce que si on prenait juridiquement les faits qui étaient qualifiables, si on prenait tous, mais on avait le plus grand procès de police de l'histoire de France. C'est-à-dire qu'on faisait une salle où on mettait peut-être 400 policiers à juger, et on en a pour des semaines et des mois. Et aucun procureur de la République, personne n'assumera jamais ça. C'est la réalité. Et la justice n'ose pas y aller, parce que là, elle était face à une ampleur. Alors elle a pris 3 mecs les plus hardcore, et elle a voulu faire un exemple. Et je pense qu'elle a le sentiment d'avoir bien fait son travail, mais donc il y a une impunité pour des centaines de policiers qui ont pu
qu'ont vu la presse s'émouvoir dans son ensemble, les JT en parler, le ministre de l'Intérieur dire on va s'arrêter, 2 ans après, il leur est rien arrivé. Ben, l'impunité, pourquoi il s'arrêterait? Ce groupe va très très bien, il existe toujours, le groupe n'a même pas fermé et il a perdu à peine 15 à 20% de ses membres. Tous les autres sont encore dedans, il y a encore des conversations, des propos racistes, ça continue, ça n'a rien changé. Une débauche de réponse. Merci. Alors, je suis désolé, il reste vraiment peu de temps. On a moins de 10 minutes. Je mets de côté un certain nombre de questions qui ne rentrent pas dans le cadre typique de la... Et j'aurais pu n'y faire ça, mais c'est pour des questions de temps de la conférence, à savoir sur les violences d'extrême droite. On a eu pas mal de questions sur d'autres choses, sur des choses plus politiques. Bon, je pense qu'il y a déjà eu des conférences où il va y en avoir sur des pans beaucoup plus théoriques de ce qu'est l'extrême droite et pourquoi comme ci, pourquoi comme ça. Je vais répondre là, par contre, aux questions que tu as posées. La difficulté à instaurer un cordon sanitaire politique, alors ça dépend sur quel plan on se place et quel est le niveau de cette difficulté. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'à gauche, on n'a pas cette difficulté-là. Clairement. Par contre, il y a une difficulté, je l'ai esquissé tout à l'heure, en ce qui concerne la droite, avec justement la reprise de propos, de concepts, d'idées de l'extrême droite, et finalement par des partis de gouvernement. Ça veut dire que dans le quotidien, dans le cadre quotidien de ce qu'est un parti républicain normal, ça commence à devenir ordinaire. Et c'est là, à mon avis, qu'est le vrai danger, justement, en termes de cordon sanitaire. Et il y a plusieurs explications à ça. Que ce soit Macron, ça a été particulièrement visible, mais certains de ses prédécesseurs, mais Macron particulièrement, il avait promis de faire reculer l'extrême droite. Donc Jupiter, dans sa grande clairvoyance, s'est dit que faire reculer l'extrême droite, c'était de lui prendre des voix. Et on prend des voix à l'extrême droite en allant sur le terrain de l'extrême droite. Voilà. Donc ce faisant, ce très grand génie dont on nous disait il y a 2 ans qu'il était presque prix Nobel de médecine et de biologie médicale, pense qu'en allant sur le terrain de bataille de l'extrême droite, eh ben on la bat. Bah non. Quand on mène des batailles sur le terrain de l'adversaire, en général on les perd. Et le résultat, c'est qu'en effet, 89 députés RN à l'Assemblée nationale, un Zemmour qui a fait 7 et quelques %, et à l'arrivée, on se retrouve à 30% au premier tour de l'élection présidentielle en faveur de partis identifiés en tant que tels d'extrême droite. La seconde raison, à mon avis, et on l'a bien vu cet été sur le débat sur le pouvoir d'achat. Il y a une alliance objective bourgeoise. On est face à une alliance de classe. Lorsqu'on est sur le vote de l'amendement pour l'augmentation du SMIC à 1 500 €, la NUPES, dans toutes ses composantes, vote pour. La Macronie, dans toutes ses composantes, vote contre. LR vote contre. 2 voix se sont abstenues. Et le Rassemblement national vote contre. Et dans tous les débats qu'on a eus, là, je vous donne la photographie du vote, mais dans tous les débats qu'on a eus, tous les échanges qu'on a eus dans l'hémicycle, on avait clairement un parti bourgeois, un bloc bourgeois qui faisait alliance pour défendre les intérêts bourgeois. Donc on est dans un rapport de classe. Et ce rapport de classe qui fait qu'à un certain moment, il se retrouve sur ce type de questions, par exemple la répartition des richesses, fait qu'il y a une complicité objective et fait que finalement, certaines choses qui sont à la périphérie en termes de discours violents, de discours stigmatisants, de discours racistes, excluants, etc., il y a une porosité qui se crée. Parce que de toute façon, on ne peut pas défendre des intérêts objectifs communs en termes de rapport de classe et être totalement étanche sur le reste. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde connaît la fameuse expression qui date des années 30, plutôt Hitler que le Front populaire. Bah oui, c'est ça. C'est uniquement ça. Et on est en train de rejouer cette histoire-là. Enfin, elle s'est jamais vraiment arrêtée, mais c'est parce qu'on est présent en nombre dans l'hémicycle qu'on réussit à les pousser à faire tomber les masques et à montrer ces choses-là. Et moi, je vous incite, je ferme un petit peu, on va continuer, mais c'est ce que je voulais ajouter aussi. C'est notre travail aussi, toutes et tous, en tant que militants, de travailler là-dessus, d'aller voir la rentrée, vous allez à la faire et tout, on va tous aller faire du porte-à-porte des marchés. Faut le dire, ça. Faut y aller. Faut y aller. Ils se mettent tous ensemble pour que les salaires augmentent pas.
Ah, je ferme la parenthèse, je suis désolé. Sur les leviers législatifs contre ces groupes d'extrême droite, mais on les a déjà justement dans les années 30, il y a un certain nombre de textes qui ont été votés contre les ligues factieuses, et donc qui permettent de porter atteinte notamment à la liberté d'association, à la liberté de réunion, qui sont des grandes libertés publiques de la Troisième République, mais justement pour des motifs d'ordre public face à des comportements séditieux. Ça a été mis en œuvre encore récemment sur la dissolution de certains groupes d'extrême droite. La dissolution, quand on dit la dissolution, on a bien compris, hein, ça a été évoqué tout à l'heure par vous peut-être, je ne sais plus, à savoir, ouais, peut-être, bon, pardon, je ne sais plus à qui attribuer le propos, simplement de leur interdire de se réunir à égalité. Point. C'est la mort de l'association, la mort statutaire. Après, rien ne les empêche de recréer une autre association, etc. Donc ça peut paraître un petit peu limité, mais néanmoins, c'est aussi, moi je trouve que c'est quand même utile d'avoir ce jeu où on les pourchasse et on leur laisse pas de répit dans leur forme associative, etc. Mais la vraie question, c'est pas celle des outils législatifs, parce que par ailleurs, il y a tout le code de procédure pénale et tout le code pénal qui définit les cas d'incrimination pour les délits, les délits et les crimes, et dans lesquels, on l'a vu à travers cette conférence, ces personnes rentrent au titre de leurs actions. La législation existe déjà. La vraie question, c'est qu'est-ce qui est mis en œuvre par le gouvernement en termes de politique publique au long cours. Et je l'ai dit tout à l'heure, le rapport de politique pénale, il est vide là-dessus. Celui qui est passé en janvier, il est vide là-dessus. Pourtant, on voit bien que la justice, puisqu'il y a des poursuites qui sont enclenchées, tout comme la police, puisqu'il y a des enquêtes qui sont menées avec, vous l'avez dit, une précocité dans l'arrêt des opérations qui sont en cours qui est assez forte. Donc il y a un travail qui est fait, mais et c'est l'une des raisons qui a motivé aussi cette conférence, on a l'impression que le pan politique n'est pas là. On a l'impression que les services judiciaires et policiers tournent à vide de leur côté, enfin dans leur coin, mais que la volonté politique n'est pas là. Donc là, c'est aussi le sens de ce type de rassemblement. Moi, j'ai pas l'intention de faire un one-shot sur une conférence. J'espère qu'il y aura des suites. On a envie de travailler à des suites là-dessus, justement pour continuer à réfléchir toutes et tous ensemble sur ce qu'on peut avancer au moment où on sera au pouvoir, parce qu'on sera au pouvoir à un moment. On sera au pouvoir. Donc... on sait très bien qu'on n'a rien à attendre de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, même s'il y a un devoir de vigilance républicaine. Et moi, je pense que la vigilance républicaine est tout à fait primordiale sur ces questions-là, et d'alerter et de dire, de tenir des événements comme ça, de faire d'autres communications que vous pourrez faire aussi les unes et les autres dans vos circonscriptions, dans vos territoires, à chaque fois qu'il y a un acte, à chaque fois qu'il y a une violence et quand la presse locale n'en parle pas. Il faut qu'on continue, mais n'empêche que je pense qu'aujourd'hui, au vu de la situation politique et des accointances qui peuvent exister, et du fait qu'ils sont partis, la droite, ils sont partis sur le terrain de l'extrême droite depuis longtemps, il y aura une vraie réponse pénale et politique une fois qu'on sera au pouvoir. Malheureusement, malheureusement c'est ça. Moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur et ce serait le cas. Il y aurait d'autres réponses à amener. Mais là-dessus, c'est eux. Nous votons la loi. La loi est déjà très complète sur ces choses-là. Quand bien même on proposerait quelque chose, de toute façon, je pense qu'ils ne le laisseraient pas passer. Mais par contre, aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'exécutif que d'exécuter les lois. Voilà, le pouvoir exécutif exécute les lois, donc exécutez les lois et mettez en œuvre une politique judiciaire et une politique sécuritaire qui va avec et qui est à la hauteur des enjeux. Moi, quand le parquet général de la Cour d'appel commet un bulletin l'année dernière de 59 pages où on dénombre 2000 individus dangereux, dont 1000 individus extrêmement radicalisés, prêts à passer à l'acte, donc un rapport uniquement sur les violences d'extrême droite, et qu'il ne se passe rien. Voilà, on connaît le rapport. Pourquoi ? Parce qu'il a été publié, il a été consulté par Mediapart et il y a des éléments qui ont été publiés. Il ne se passe rien. Enfin, c'est quand même quand on voit le cirque pseudo-judiciaire que nous a fait Darmanin cet été autour d'un imam radicalisé, et qu'à côté de ça, on a un rapport. Je dis pas qu'il faut mettre de côté la question du terrorisme islamiste. Hein. C'est bien ensuite comment ça va être transformé par les fachos et les droitiers. Hein. C'est pas ça. Hein. Nous, on prend l'ensemble du spectre
de dangerosité qui existent dans ce pays vis-à-vis des actes terroristes. Et il faut le redire, hein, on n'est pas les copains de l'islam politique. Hein. Ça, on le sait entre nous. Peut-être qu'il faut encore le redire et encore le redire parce qu'ils veulent toujours nous attaquer là-dessus. Mais c'est pas parce qu'on dit vous ne regardez pas jamais le terrorisme d'extrême droite qu'on est pour l'islam politique. Moi, je combats l'islam politique. Ça n'est pas quelque chose qui est compatible avec la République. Voilà. Mais il faut passer ce cap à un moment. Et bon, pardon, je suis un peu long, mais aujourd'hui, à part faire du name and shame, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, aussi vis-à-vis des ministres et vis-à-vis du gouvernement, justement pour leur mettre cette pression, c'est un rôle politique de première importance. Continuer à nommer les choses, à les dire, à analyser, à pousser, à communiquer publiquement là-dessus, c'est un rôle politique de première importance. Si on néglige ce rôle parce qu'on trouve qu'il n'est pas assez actif, parce qu'il n'est pas assez glorieux peut-être, je pense qu'on perd la bataille. On perd la bataille. Si on ne fait pas ça, si on ne porte pas cette parole, on perd la bataille. Clairement. C'est clair et net. Sur cette parole politique, lorsque les dirigeants du Front populaire ont été jugés par le gouvernement de Vichy, ils n'avaient que la parole lorsqu'ils étaient à la cour d'appel de Riom pour se défendre. Ils n'avaient que la parole. Ils les ont tellement tournés en ridicule que Hitler est intervenu personnellement pour dire à Pétain, vous arrêtez ce procès. Donc oui, la parole politique, elle est importante et c'est la première arme qu'il faut développer. La première. De toute façon, c'est la parole politique de nos adversaires qui fait que l'extrême droite a réussi à percer dans ce pays. Donc allons-y, ayons confiance en nos principes et en notre histoire, je pense. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu? Alors j'ai la deuxième partie. Ah oui. Sûr? Si tu peux rappeler. Non, il l'a pas été. Très peu en réalité. Même plutôt, l'appareil judiciaire a eu tendance à mettre des pare-feux. Je vous en ai pas parlé, mais a été créé très récemment dans l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Une partie qui est censée aujourd'hui ne gérer que les questions du cyberharcèlement et notamment du cyberharcèlement d'extrême droite ou djihadiste. Je suis désolée à chaque fois, je répète ma phrase, je mets toujours les deux choses parce que je pense que c'est hyper important d'avoir cette idée. Parce que, encore une fois, tu as raison, il faut le dire d'un point de vue politique pour vous, mais je pense qu'il faut le dire aussi parce que c'est la nature même de ce que c'est. Et je redis cette phrase et je finirai là-dessus, mais c'est vraiment l'idéologie d'ultra-droite et djihadiste sont les deux faces d'une même pièce fanatique. Et vraiment. Et on a créé cet office-là, qui est censé traiter ces deux sujets sur la question Internet, parce qu'on a bien compris que c'est Internet qui est le terreau de base embryonnaire de ces mouvements. Donc non, la justice n'est plutôt pas traversée par ces mouvements-là et au contraire a compris, je pense, depuis les attentats, malheureusement il a fallu attendre qu'on analyse et qu'on suranalyse les origines du mal, entre guillemets, mais a mis en place les premiers éléments avec malheureusement toujours ce sujet d'un budget qui ne permet pas aujourd'hui d'endiguer les choses. Bon, on me fait signe qu'il faut arrêter parce qu'on est extrêmement en retard. Merci de votre présence à cette conférence. Merci encore à nos intervenants qui se sont déplacés. Je vous souhaite de bons amphis.